Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal parlé du lundi 9 février 2026. Pour commencer, hier dimanche 8 février 2026, les 109 députés de la 10e législature de l'Assemblée nationale du Bénin ont été officiellement installés au palais des gouverneurs à Porto Novo. Les détails sont à suivre tout de suite. Sortie officielle de la 8e promotion des Rangers recrutés au profit des parcs nationaux de la Pendjari et du Douvé. C'était le vendredi dernier. Vous aurez plus de précisions dans quelques instants. Dans cette édition du journal parlé, nous parlons des mutilations génitales féminines, encore appelées MGF. C'est une journée célébrée le 6 février de chaque année et le monde entier se mobilise pour dire non à ces pratiques et protéger les droits des filles. Restez avec nous pour en savoir plus. Viendront s'ajouter à toutes ces informations d'autres sans occulter en fin d'édition. La revue de presse également, la page Afrique qui sera présentée par Zulkifilou Lona. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Je venais de l'annoncer il y a quelques instants. Assemblée nationale 10e législature, les 109 députés installés hier dimanche 8 février au palais des gouverneurs à Porto Novo. La cérémonie d'installation a connu la présence de plusieurs acteurs. Notre correspondant depuis Porto Novo, Firmé Assogba, y était. Suivez son compte rendu. La 10e législature du Parlement béninois a pris officiellement ses fonctions ce dimanche 8 février 2026 au Palais des gouverneurs de Porto Novo. Cette séance solennelle marque une nouvelle étape dans l'histoire constitutionnelle du pays avec l'installation de 109 députés et l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Pour la première fois, ces élus bénéficient d'un mandat étendu à 7 ans jusqu'en 2033, modifiant ainsi le rythme démocratique béninois. À l'issue de leur installation, les députés ont élu les membres du bureau. Joseph Fifame Djogbenou, président de l'Union progressiste, UPR, et député de la 23e circonscription électorale, a été désigné président de l'Assemblée nationale avec 109 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Ancien président de la Cour constitutionnelle, il succède à Louis Béounou Vlavonou. Les 6 autres postes ont été répartis équitablement entre les deux partis représentés. Dans son discours, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Djogbenou, a rappelé que cette 10e législature s'installe dans un contexte de forte concurrence internationale. Chers collègues, la 10e législature s'installe dans un contexte que chacun connaît, au plan national, au plan régional, au plan international. De tous côtés, à tout point de vue, c'est un contexte de grande concurrence internationale où il faut chercher le nécessaire pour honorer et assurer l'épanouissement de chacune et de chacun de nos concitoyens. Nous sommes honorés de contribuer à cet exercice dans la mise en œuvre du pouvoir législatif. Le contexte national est celui de l'actualisation, de la concrétisation des grandes réformes que le président Patrice Talon a inspiré, a conduit. Je voudrais en ces lieux et de cette tribune lui adresser notre sincère reconnaissance et nos gratitudes pour son courage, sa pugnacité, sa rigueur pour faire en sorte que le Bénin compte. Nous entamons dans le cadre de cette réforme le premier des septennats. Bientôt, il y aura l'élection du président de la République. Je veux vous dire à chacune et à chacun que démarre aujourd'hui la première marche ou l'élection du candidat que de tous les bords ici nous avons choisi à l'élection du président de la République. Le nouveau patron de l'Assemblée nationale a souligné qu'il entame la 10e législature avec une pensée profonde pour les Béninois et Béninoises. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous entamons cette 10e législature avec une pensée profonde
D'abord, pour chaque citoyenne et chaque citoyen qui sont sur les différents théâtres pour assurer la protection de notre pays. Dans les centres de santé, sur les théâtres de combat, pour assurer le bien, pour assurer le pain, pour assurer le vin pour chacune et chacun de nos compatriotes. Nous entamons cette 10e législature enfin avec une pensée profonde pour les Béninoises et les Béninois qui sont dans la peine. Nous allons agir de sorte à diminuer cette peine, quelle que soit la source, quelle que soit la cause. Nous entamons cette 10e législature sous la protection de Dieu, sous la protection des mânes de nos ancêtres, et que Dieu protège le Bénin. Je vous remercie. Porto Nouveau, firmé à Soba pour Sota FM. Mesdames, Messieurs, de Lomé, nous sommes dans le département de la Liborie où la 8e promotion des Rangers recrutés au profit des parcs nationaux de la Pendjari et du W est officiellement sortie ce vendredi 6 février 2026 à l'issue d'une formation rude qui s'est déroulée sur les installations du centre de formation militaire de Bembereke. C'est à la faveur d'une cérémonie solennelle de remise des diplômes et de certificats aux récipiendaires et c'était à la présence de divers responsables des parcs du roi d'Alpha Kwara, parents et du préfet du département de la Liborie. Au total, ils sont au nombre de 215 sorties officiellement. Suivez les explications du directeur du parc national d'Oubvé-Béné, Isidore Amarove, qui fait un point global. Allant de 20 au 29 novembre 2025, a permis d'évaluer la résistance et la résilience physique et mentale des candidats face à la fatigue, au stress, au manque de sommeil et aux conditions extrêmes de terrain. À l'issue, 100 candidats, dont 5 femmes et 95 hommes ont été retenus, témoignant ainsi la prise en compte de l'approche genre et inclusion sociale, même dans ce contexte sécuritaire difficile. La troisième phase, Basic Field Rangers, que nous clôturons aujourd'hui, a débuté le 8 décembre 2025, ici même au centre de formation militaire de Bembereke, où les 100 stagiaires ont suivi un programme de formation intense, articulé autour des modules ci-après. La suivi en brousse, la navigation et l'utilisation des technologies, la communication opérationnelle, etc. J'ai eu l'immense plaisir de constater avec grande satisfaction que les candidats ont tous fait preuve de résilience et ont pleinement satisfait à toutes les exigences et sont prêts à intégrer officiellement le corps des spécialistes de Rangers. Ils ont tous démontré les compétences clés requises pour exercer le métier d'agent d'application de la loi. Ils auront pour mission de combattre efficacement toute activité illégale avec détermination, intelligence et vigilance. Ainsi, la 8e promotion des Rangers de Parc W et de la Pendjari est officiellement baptisée promotion Ratel. Au cours de cette cérémonie, le porte-parole de récipiendaires n'a pas tari de mots pour exprimer leur engagement dans cette mission de protection. Suivez plutôt. Nous portons fièrement le nom de Ratel, emblème de bravoure et de ténacité. Au nom de tous les membres de la promotion, nous prenons l'engagement solennel de défendre et protéger les ressources naturelles des parcs nationaux avec loyauté, abnégation et sens du devoir. Nous déclarons être prêts à servir en tout lieu et en toute circonstance où la mission l'exigera. Honneur, devoir, protection. Vive la conservation de la nature. Vive les Rangers! Et de là, nous sommes cette fois-ci dans le département de la Donga. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a effectué une descente dans la commune de Waké le jeudi 5 février 2026. L'objectif est de visiter les différentes réalisations du projet COSO dans la commune. Étaient présents le haut-commissaire de la sédentarisation, les autorités communales, les responsables et bénéficiaires du projet. Soumano Faoui et Deogracias Bossou pour le point. Pour boire, il faut qu'on traverse le Togo. Et en allant sur la voie, on perd beaucoup des animaux. C'est cette ambiance qui a accueilli la délégation du ministre. Du site d'eau multifonctionnel de Pelité, en passant par le site du village d'Awanla, la délégation a touché du doigt ces infrastructures du projet COSO avant de rencontrer la coopérative de femmes transformatrices à Wekete. Des réalisations et des appuis qui renforcent le développement à la base. Gaston Kossi Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous avons besoin de beaucoup de choses dans la vie, mais tous les besoins ne sont pas égaux.
Et si la communauté elle-même arrive à dégager une priorité et qu'on les accompagne, ça se réalise. Ce projet que nous avons commencé, c'est une ouverture qu'on fait pour votre propre développement. Nous avons vu tout à l'heure le nombre d'animaux qui couraient vers un seul abreuvoir. Pas possible. L'économie qui est boostée à travers cet ouvrage, c'est pas une petite. Il est bon que l'on densifie tout ce qu'on peut faire autour de ce forage-là pour valoriser ça au maximum et sortir de la précarité. Issa Binda, deuxième adjoint au maire de Waké. Ils ont pu constater de visu que l'approche de développement conduite par les communautés a été bien respectée, ce qui a permis que les différentes communautés puissent se mettre ensemble pour identifier leurs besoins, les prioriser et les mettre en œuvre. Pour les bénéficiaires, ces réalisations sont venues à point nommé. Pour boire, il faut qu'on traverse le Togo. Et en allant sur la voie, on perd beaucoup des animaux. Mais depuis que le projet est venu, je vous assure que nos animaux sont vivants, ils sont à l'aise. Et nous-mêmes du village, nous les femmes aussi, on vient faire la lessive et on en profite pour boire. Vraiment, mes sincères remerciements pour vous. La délégation repart satisfaite des réalisations et prévoit revenir très prochainement pour le suivi. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre ce journal, nous allons prendre une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Et nous parlons santé cette fois-ci. Chaque année, le 6 février, le monde entier célèbre la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. C'est une journée pour informer, sensibiliser et surtout rappeler que protéger les droits des filles et des femmes, c'est protéger leur avenir. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les mutilations génitales féminines n'ont pas totalement disparu. Au Bénin, bien qu'elle soit interdite par la loi, elle existe encore dans certaines communautés. Confirmation avec Annick Nonou, sage-femme, juriste, chercheur, activiste des droits humains en milieu sanitaire au Bénin. Les mutilations génitales féminines comprennent toutes les interventions qui impliquent l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons non médicales. Les MGF persistent surtout dans certaines régions du nord du Bénin et dans quelques communes du sud, selon des enquêtes réalisées par des PTF, des institutions et des informations recueillies par des ONG durant des dialogues communautaires. En réalité, les MGF relèvent d'une convention sociale. Elles sont profondément ancrées dans les traditions culturelles. La persistance de ces MGF n'est rien d'autre que le reflet d'une inégalité profondément enracinée et d'une discrimination à l'égard des femmes et des filles. Au sens juridique strict, on pourrait dire que l'épisiotomie n'est pas une MGF, car sont qualifiées d'MGF toute intervention pour des raisons non thérapeutiques. Mais avec l'avènement des luttes féministes, en se fondant aux issues des recherches scientifiques, nous pouvons désormais affirmer que l'épisiotomie est considérée comme une mutilation génitale féminine médicale et d'ailleurs l'OMS l'a classée parmi les violences obstétricales. L'épisiotomie est une mutilation sexuelle. Que l'épisiotomie est un acte chirurgical inutile, douloureux et mutilatoire. Les mutilations génitales féminines ont de lourdes conséquences sur la santé physique et psychologique et parfois même sur la vie des filles et des femmes qui les subissent. C'est ce que laisse entendre l'activiste des droits humains en milieu sanitaire, Annick Nonou. Comme complication, les MGF peuvent provoquer d'intenses douleurs et de graves hémorragies pouvant entraîner un état de choc et même un décès, des infections, des problèmes urinaires et des problèmes sexuels, sans oublier la dyspareunie, des douleurs menstruelles, des complications au cours de l'accouchement, augmentant les risques de décès maternel et néonatal. Les mutilations génitales féminines entraînent aussi la dépression, l'anxiété, le stress post-traumatique et
réduit l'estime de soi. Comme effet psychologique, nous pouvons évoquer les crises de panique, la dépression, les troubles d'anxiété, le stress post-traumatique. Quant aux effets sociaux, ils sont profonds et durables. On peut citer entre autres le contrôle du corps et de la sexualité de la femme, la reproduction des inégalités de genre par exemple, la pression sociale et l'exclusion pour les filles et les femmes qui se sont opposées au MJF, la normalisation d'une violence culturelle légitimée et la négation de la douleur. Il y a aussi l'invisibilisation de cette forme de VBG par l'imposition sociale du silence. Ces pratiques sont parfois perçues à tort comme un rite de passage, une obligation culturelle ou une condition au mariage. Mais au Bénin, que dit la loi à propos des mutilations génitales féminines? Élément de réponse avec Annick Nonou. Les MJF violent les droits des femmes et les droits humains. Parce qu'il s'agit de pratiques contraires au droit à la santé, à la sécurité, à l'intégrité physique, au droit de ne pas être soumis à la torture et au traitement inhumain dégradant, et parfois même au droit à la vie, quand les conséquences sont mortelles. Nous prenons par exemple la loi numéro 2021-11 portant les dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. On pourrait dire est qualifiée de mutilation génitale toute intervention incluant l'ablation totale ou partielle des organes génitaux externes sur la lésion des organes ou la lésion des organes génitaux externes pratiqués pour des raisons culturelles ou religieuses ou pour toute autre raison non thérapeutique. Toujours dans cette loi, l'article 524 nouveau dispose que quiconque a pratiqué sur une personne de sexe féminin la mutilation génitale ou toute autre opération concernant son organe est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 2 millions. Les mutilations génitales féminines violent les droits fondamentaux des filles, notamment le droit à la santé, à la vie, à l'intégrité physique et mentale. Profitant de l'occasion, la sage-femme d'État, juriste, chercheur, activiste des droits humains en milieu sanitaire au Bénin est revenue sur ce que dit la loi concernant les mineurs qui subissent ces pratiques. Elle profite de l'occasion également pour prodiguer quelques conseils. Annick Nonou, qu'on écoute. Lorsque la mutilation génitale est pratiquée sur une mineure, le coupable est puni d'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 3 millions. En cas de décès de la victime, l'auteur est puni de la réclusion criminelle de 10 ans à 20 ans et une amende de 1 million à 5 millions. Et l'article 525 nouveau de la même loi dispose que le complice de la mutilation génitale est condamné aux mêmes peines que l'auteur de l'infraction. Les défenseurs des droits des femmes mènent plusieurs initiatives contre les MJF. On peut citer entre autres les dialogues communautaires, les plaidoyers juridiques, la promotion de la masculinité positive, l'appel à action collective, la sensibilisation des gynécologues obstétriciens, des sages-femmes et des pédiatres pour la documentation des cas de MJF. Aux parents, je leur rappelle que les MJF sont une infraction pénale, une violation des droits humains. Ces MJF n'ont aucun avantage pour la santé des femmes et des filles. Aux femmes et aux filles, je leur dirais que l'inviolabilité de leur corps est un principe fondamental des droits humains. Elles ont le droit de disposer de leur corps. Leur corps ne peut être ni contrôlé, ni approprié par des normes sociales, culturelles ou religieuses. Elles ont alors le droit de s'opposer à la réalisation des MJF. Et je profite de la même manière pour informer les soignants que l'Organisation mondiale de la santé les exhorte à ne plus pratiquer les MJF et leur recommande de mettre fin à la médicalisation des MJF. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. Nous passons à la page hors de nos frontières et c'est avec Zulkifilou Lena. Bonjour. Dorcas Orisha, bonjour. On démarre par le Sénégal où la police démantèle un réseau pédopornographique avec l'aide de la justice française. Dorcas Orisha, un réseau pédopornographique impliquant des ressortissants sénégalais et un Français a été démantelé entre Dakar et Kourlak. La police sénégalaise a interpellé 14
14 hommes qui ont été déférés vendredi 6 février devant le parquet à l'issue d'une enquête de plusieurs mois en collaboration avec la justice française. Les autorités précisent que l'affaire implique des mineurs et des transmissions volontaires du VIH et que l'enquête se poursuit. L'Afrique du Sud retire ses 700 soldats de la mission de paix de l'ONU en République démocratique du Congo pour raisons budgétaires. L'Afrique du Sud annonce retirer ses soldats de la force de maintien de paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, RDC. Dans son communiqué, la présidence précise que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé le retrait de ses 700 soldats à Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, le 12 janvier dernier, lors d'un échange téléphonique. Pretoria retire ces soldats pour raisons essentiellement budgétaires. Et nous sommes en Russie. Cette fois-ci, l'Union européenne propose de nouvelles sanctions contre la Russie, ciblant énergie et secteur bancaire. Depuis le début des négociations entre l'Ukraine et la Russie sous l'égide des États-Unis, l'Union européenne répète comme un mantra que la paix ne pourra être faite sans l'Ukraine ou sans l'Europe. La Commission européenne annonce ce vendredi 6 février une vingtaine de sanctions. Ce ne sont pas des mesures symboliques, mais c'est la portée politique d'une vingtaine de sanctions après le début des négociations à Abu Dhabi, qu'il faut souligner, car ce faisait l'UE s'invite en quelque sorte à la table des négociations en tentant de forcer la main aux Russes. Et pour finir, nous sommes en France où Sébastien Lecornu veut reprendre en main le dossier sensible de l'immigration. Dans une longue interview accordée à la presse régionale française, dans laquelle il martèle son intention de ne pas être candidat à la présidentielle, Sébastien Lecornu aborde par ailleurs des dossiers sensibles concernant l'immigration. Le Premier ministre français veut avancer notamment sur la question des visas et des titres de séjour. Merci à vous, Zulkifilo Luna. À très bientôt. Mesdames, Messieurs, cette fois-ci, je vous invite à suivre la revue de presse de Lukman Waruteou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Assemblée nationale du Bénin, la 10e législature entre officiellement en scène. Les 109 députés ont été installés hier dimanche, 8 février, au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Principale actualité traitée, les journaux dans leur quasi-totalité abordent le sujet ce lundi. Le matinal, le meilleur, Dynamise Info, quotidien L'Observateur, le pays émergent, La Boussole, Matin Libre, Diakwata, le Télégramme, Fraternité, le Soleil Bénin Info et Dabaro rapportent unanimement que la législature, la 10e de l'ère du renouveau démocratique, a été installée hier dimanche 8 février 2026. Ceci constate le matinal dans une ambiance de forte mobilisation des acteurs politiques. La cérémonie d'installation qui s'est déroulée conformément aux dispositions constitutionnelles marque, selon le Soleil Bénin Info, un tournant important dans la vie politique du Bénin. Et au terme, c'est Joseph Diogbenou qui est élu président de l'Assemblée nationale, rapporte les quotidiens. Le pays émergent, quotidien L'Observateur, Le Meilleur et Dabaro révèle en une les 7 membres du bureau du Parlement. Président Joseph Diogbenou, premier vice-président Barthélemy Kassa, deuxième vice-président Maounyo Kapo, premier questeur Labiou Amadou Djibril, deuxième questeur Chantal Ayi et premier secrétaire David Ouensa et deuxième secrétaire du Parlement Inoussa Zime Chabi. Voilà donc la configuration du bureau de l'Assemblée nationale et Dabaro insiste que Joseph Diogbenou est plébiscité à la tête de l'institution pour 7 ans. Oui, Joseph Diogbenou, porté au perchoir par les 109 députés, clame en gros titre Soleil Levant, renchéri par le Télégramme qui revient sur le parcours du nouveau président du Parlement. En commentaire, Fraternité soutient que Diogbenou est l'homme idéal au perchoir. Du droit au perchoir, le matin dresse également le parcours d'un homme d'État. Élu président de l'Assemblée nationale pour la 10e législature, Joseph Fifame Diogbenou incarne, selon la publication, une trajectoire remarquable à la croisée du droit, de l'université et de la haute sphère politique béninoise. Et déjà, informe quotidien L'Observateur, cette élection est saluée par de nombreuses personnalités politiques.
En point de mire, le journal rapporte qu'Albertine Fagbohou, députée de la 21e circonscription électorale, salue l'élection de Joseph Diogbenou, un choix de mérite pour l'Assemblée nationale, et n'attendra pas longtemps pour dire ses premiers mots. Joseph Diogbenou, élu président de l'Assemblée nationale, a lancé un appel à l'unité, fait savoir le Soleil Bénin Info. La boussole n'en dira pas le contraire lorsque le journal soutient que l'Assemblée nationale ouvre ses travaux dans l'unité. Après l'installation officielle des 109 députés, le Télégramme fait observer qu'il y a 4 ministres, un ministre conseiller, 6 maires et 2 directeurs à l'Assemblée nationale. Ils sont donc appelés à démissionner du Parlement ou de leurs fonctions, écrit la publication. En attendant ainsi dans les dernières secondes, la boussole rapporte un verdict sur un contentieux électoral. La Cour suprême, saisie par les candidats du bloc républicain, a rendu une décision majeure concernant les élections communales du 11 janvier 2026. Le journal retient qu'à travers son verdict, la Cour suprême renverse le rapport des forces à Dassa Zoumé. Là-bas, désormais, c'est le bloc républicain qui assure le contrôle de la mairie d'Edu Le Canard. Et Dynamise Info pour ainsi finir, le journal s'intéresse à la gouvernance sous la rupture et la posture de l'ancien président Boni Yayi. Fidèle à sa lecture du jeu démocratique et à son sens de l'engagement, Boni Yayi refuse de se fondre dans une gouvernance dont il questionne la méthode selon le quotidien pour lequel insérer Boni Yayi dans les rangs demeure le plus difficile pour la rupture. Sans commentaire, mesdames et messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette session informative. Merci de votre fidélité. Devant ce micro, je suis Dorcas Orisha, mise en monde Aboubakar Doko à l'édition, Inoussa Karim. Excellente suite de semaine à chacun et à tous. C'était Souta Midi Magazine, le rendez-vous info